Allô? Alors pour le cours 7, aujourd'hui, on va commencer à parler des miroirs courbes et des lentilles. En fait, on va passer deux cours là, cette semaine sur ce sujet-là. Puis même aussi au retour de la relâche, on va se concentrer un peu plus spécifiquement sur les microscopes, mais ça va être un peu une extension de cette matière-là. Fait que pour les miroirs courbes, c'est des miroirs que la surface n'est pas plate, contrairement aux miroirs plans qu'on a vus. Fait qu'on a des exemples ici qu'on peut voir dans la vie courante, là. Des miroirs, par exemple, de surveillance et des miroirs agrandissants là, pour permettre, par exemple, le maquillage ou voir des choses plus en détail. On a aussi les rétroviseurs des voitures. Ceux-ci paraissent plats là, quand on regarde, mais il y a une légère courbure dedans, donc ça permet d'avoir un plus large champ de vision autour de l'auto. Les lentilles, bien sûr, on en a dans les lunettes, les verres de contact, les appareils photo, les microscopes, télescopes, les loupes, etc. Donc, on va tout explorer ça. Pour commencer, on va parler des miroirs courbes. Donc, un miroir courbe, il y en a deux types. Il y a les miroirs concaves versus les miroirs convexes. Alors, les miroirs concaves vont avoir une surface réfléchissante qui est creuse. La forme concave, là, ça veut dire quelque chose qui est creux, alors que convexe, c'est une surface qui est bombée. Donc, dans le cas du miroir convexe, la surface réfléchissante utilisée va être bombée vers l'extérieur. Donc, si on revient aux exemples qu'on vient de voir, par exemple, on voit clairement ici que le miroir de surveillance, ça, c'est un miroir qui est convexe. Les autres, on ne peut pas dire là, parce que ça a apparence quasiment d'être plat. Mais on va voir plus tard, là, selon le type d'image qu'on voit dedans, on va être capable de répondre à est-ce que c'est un miroir concave ou convexe. Donc, ils ont des propriétés différentes. Si on regarde le miroir concave en premier, alors, une chose qui caractérise les miroirs courbes, c'est qu'ils ont un endroit qu'on appelle le foyer, qui est un point imaginaire situé à une certaine distance du miroir. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si on a des rayons lumineux qui proviennent d'un objet lumineux lointain, donc ils arrivent de façon parallèle sur la surface du miroir concave, ils vont être complètement réfléchis en un point précis. Donc ça s'appelle le foyer du miroir. Puis, on peut dire aussi que le foyer est à la distance focale par rapport à la surface du miroir. Donc, sa distance par rapport à la surface du miroir, c'est une valeur F minuscule qu'on appelle la distance focale. Dans le cas d'un miroir concave, les rayons réfléchis se rencontrent vraiment en un point précis. Donc, ça forme une image qui est de type réel. Donc, on va qualifier ce foyer-là d'un foyer réel, ce qui fait que on va rattacher à ce type de distance focale-là un signe positif quand on va faire des calculs. C'est ça qui va différencier en fait nos types de miroirs parce qu'on va voir tantôt que le miroir convexe, lui, il y a une distance focale qui va être négative dans les calculs. On voit ici un exemple d'un type de miroir réfléchissant qui est concave. En fait, ici, c'est pas pour des ondes qui sont dans le visible, c'est des ondes qui sont captées par les récepteurs de télévision. Donc, quand même des ondes électromagnétiques. Ça se comporte un peu comme la lumière sur un miroir. C'est réfléchi par la surface ici qui est concave de la coupole. Puis, vous voyez, le récepteur, là, il est placé exactement à l'endroit, à la distance focale, là, par rapport à la coupole. Donc, c'est ça qui permet de capter le signal qui est intense à ce point-là, là. Maintenant, un miroir convexe, au contraire, lui, il va faire diverger les rayons lorsqu'ils sont réfléchis sur sa surface. On peut voir que des rayons qui proviennent d'une source lointaine ici sont tous divergents après la réflexion. Fait qu'on ne peut pas aller localiser une image réelle pour les rayons réfléchis. Leur image, l'image du miroir convexe qui est produite par le miroir convexe va être une image qui est virtuelle. Pour la localiser, il faut prolonger les rayons qui ont été réfléchis par le miroir. Donc, on a ici le foyer du miroir convexe qui est dans la partie où il n'y a pas de lumière, là, derrière le miroir. Il se situe à une distance focale de la surface du miroir qui, ben là, dans le fond, l'épaisseur du miroir ici, je devrais aller jusqu'à la surface, mon segment F, là, je viens de réaliser. Ça va être un foyer, donc, qui est une image virtuelle, ce qui veut dire que la distance focale F pour le miroir convexe, c'est pour ça qu'on lui rattache un signe négatif. Maintenant, un miroir qui est courbe, si on le prolongeait, ça peut former une sphère. Par exemple, ici, si on regarde un miroir courbe qui est placé devant une boîte à rayons qui émet des rayons parallèles, on voit bien, là, ça c'est un miroir qui est concave, donc les rayons sont réfléchis à la position du foyer ici, à la distance focale de notre miroir. Si on regarde la courbure du miroir, puis on prenait par exemple un compas pour prolonger la courbure, puis former le cercle qui est décrit par la courbure du miroir,
on se retrouverait avec un cercle qui a un rayon de courbure. On peut le voir ici. Et remarquez là, que le rayon de courbure, c'est pas un hasard, là, il correspond au double de la distance focale. Ça, donc, c'est une propriété des miroirs courbes. Ça va être applicable aussi dans le cas d'un miroir convexe. Donc, le rayon de courbure correspond à 2 fois la distance focale. Fait qu'on rattache le même signe au rayon de courbure que la distance focale. Quand on a un miroir qui est concave, F et R sont positifs, mais quand on a un miroir qui est convexe, le foyer est négatif, donc R aussi. On va définir aussi quelque chose qui s'appelle la convergence d'un miroir. La convergence d'un miroir, là, le symbole c'est C, et c'est calculé par 1 sur la distance focale. Donc, la distance focale, on voit plus que le miroir, il y a un petit rayon, donc une petite distance focale, c'est-à-dire un petit cercle, fait qu'il est très courbé. Mais à ce moment-là, si la valeur est petite au dénominateur, la convergence est grande. Plus le miroir il est aplani, là, il est moins courbé, plus la convergence est petite. On va revenir sur la convergence plus tard, mais en fait, il y a quelque chose qui n'est pas mentionné ici, mais je vous dirais de le noter dans votre cahier, c'est important. C'est que cette valeur-là, la convergence, ça a des unités qu'on appelle les dioptries. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que les dioptries, c'est 1 sur des mètres. Donc, pour obtenir la convergence, vous êtes obligé de mettre la valeur de la distance focale en mètres. On va parler des lentilles, mais on va voir qu'il y a des points, des similitudes par rapport au miroir. Mais la première distinction, c'est que la lentille, elle va transformer les rayons par réfraction. Donc, les rayons traversent la lentille. Si on cherche des images réelles, on va les chercher l'autre bord de la lentille, alors que dans le cas d'un miroir, si on cherche une image réelle, les rayons sont réfléchis et reviennent du même côté que les rayons provenaient. Donc, on chercherait une image devant le miroir, mais la lentille, on cherche l'image derrière la lentille si on cherche une image réelle. Première distinction, c'est la transparence de la lentille. Les lentilles, il y en a 2 types qu'on va voir. Les lentilles qui sont de type convergent vont faire converger les rayons. Regardons le tracé de rayons pour commencer en dessous ici. Si on a des rayons qui parviennent à un objet lointain, ils arrivent parallèles, ils vont converger en un point image qui correspond ici à un des foyers de la lentille. Je dis un des foyers parce que les lentilles ils ont 2 foyers. Les lentilles convergentes, il y en a différentes formes, mais ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont toujours plus épaisses au centre qu'aux extrémités. Le symbole pour la lentille convergente, ça apparaît très pâle ici, donc je vais le retracer. Là, le symbole pour la lentille convergente, c'est une flèche. Quand on va faire des schémas de rayons, là, on n'est pas obligé de faire la forme de la lentille, donc on fait une flèche double, comme ceci. Maintenant, si on parle des lentilles divergentes, par comparaison, ben, elles font diverger les rayons. Fait que quand les rayons proviennent d'une source lointaine de façon parallèle, vous voyez que suite à leur réfraction, ils sont divergents. Donc, ils ne se rencontrent pas à un endroit précis. Donc, les lentilles divergentes, elles, sont plus minces en leur centre qu'en leurs extrémités, peu importe le type qu'on a. Parce que des fois, on a une surface plane, une surface courbée, des fois, c'est les 2 surfaces qui sont courbées, etc. Le symbole dans les tracés de rayons pour une lentille divergente, c'est comme si notre flèche double et les extrémités, là, le sens est inversé, comme ceci. Donc là, j'ai fait un tracé de rayon qui montre les 2 foyers d'une lentille. Commençons par la lentille convergente. La lentille convergente, pour localiser ce qu'on appelle le foyer objet et le foyer image, on va commencer par le foyer objet, c'est que c'est l'endroit où est-ce qu'il faudrait placer un objet ponctuel qui émet de la lumière, un objet réel, puis que les rayons soient réfractés de façon parallèle les uns aux autres. Donc, c'est un peu la situation inverse qu'on regardait tantôt avec l'objet lointain. Fait que ça ici, ça nous donne, si on trouve l'endroit où on peut obtenir ce résultat-là des rayons réfractés qui sont parallèles, ça c'est le foyer objet. On l'appelle foyer objet parce que dans ce cas-ci ici, il émet de la lumière comme un objet. Puis, la distance focale de cette lentille-là serait la distance du foyer objet au centre optique de la lentille, ce qui est le milieu là, physiquement de la lentille. La distance focale se retrouve aussi de l'autre côté de la lentille. Si on a des rayons incidents qui proviennent d'un objet lointain qui arrivent parallèles, ben, on va avoir un foyer image qui correspond au point où les rayons se rencontrent après avoir été transformés par notre lentille convergente. Donc, la distance de ces foyers-là, le foyer objet et le foyer image, c'est la même distance de part et d'autre de la lentille.
Vous voyez aussi que ce sont des foyers réels. On a un objet réel dans la situation à gauche, puis on a une image réelle à droite. Donc, pour les lentilles convergentes, la distance focale va être considérée positive dans les calculs. La façon de vous en rappeler, en fait, c'est que si on fait le parallèle avec les miroirs, le miroir qui était un instrument convergent, c'est le miroir concave, bien lui aussi, sa distance focale était positive. Donc, ce qui est rattaché à des instruments convergents, c'est une valeur focale de distance focale positive. Par comparaison, les lentilles divergentes, ben c'est l'inverse. Si on veut produire une image où les rayons s'en vont à l'infini, là, ils sont parallèles entre eux, ils ne se rencontreront jamais, bien, il faut qu'on ait un objet virtuel. Un objet virtuel, ça veut dire que les rayons sont convergents plutôt que divergents pour un objet réel. Puis là, ils convergent en un point que si on prolonge là, les rayons, la direction des rayons incidents, on localise le point qui correspond au foyer objet virtuel d'une lentille divergente. Puis pour le foyer image, si on a des rayons qui proviennent d'un objet infiniment loin, qui sont parallèles entre eux, ça va transformer les rayons de façon à ce qu'ils soient divergents. Donc, pour localiser l'image, à ce moment-là, c'est une image virtuelle, on va prolonger les rayons qui ont été transformés par la lentille, puis là, on localise l'image derrière. Donc, cette image-là, c'est une image virtuelle. L'objet aussi est un objet virtuel. Alors, c'est des foyers qui sont virtuels, ce qui fait qu'on va leur rattacher une distance focale négative. Donc, encore une fois, la distance focale, que ce soit du côté objet ou du foyer objet ou du foyer image, c'est la même pour la même lentille. Peu importe si les deux côtés de la lentille sont du même rayon de courbure où il y en a un qui est plat, l'autre qui est courbé, ça ne dérange pas. Okay? Le foyer va être la même valeur de distance focale chaque bord. Maintenant, si vous avez compris un peu la distinction entre les instruments qui sont convergents et divergents, vous avez vu qu'on rattache une distance focale de signe positif quand l'instrument fait converger les rayons, puis une distance focale négative quand il fait diverger les rayons. Donc là, on revient à notre exercice de la page 6, on recule un peu, puis on a 4 systèmes transparents, là, donc c'est certainement des lentilles. On doit déterminer, on avait déjà fait les 2 premières lignes, maintenant on veut déterminer si la distance focale est positive ou négative dans les 4 scénarios. Fait que vous pouvez faire pause puis essayer d'y répondre par vous-même, puis là je vais commenter après. Si on regarde la première situation, la façon vraiment de répondre aux questions, moi ce que je fais, c'est je prolonge les rayons. Donc là, je peux voir ici, par exemple, que les rayons qui sont incidents à la lentille 1, il y avait une certaine convergence. Puis là, après, on peut voir qu'ils sont moins convergents. Ils convergent moins rapidement après avoir traversé la lentille 1. Ça veut dire que la lentille 1 a fait diverger les rayons. C'est un peu contre-intuitif peut-être pour vous parce que les rayons sont encore convergents. Mais ce qu'on doit comparer, c'est avant et après. Donc, avant, ils étaient plus convergents, puis là, après avoir traversé cette lentille-là, ils le sont moins. Donc, il y a un effet de divergence. Alors, la distance focale est négative. Là, peut-être que ce premier cas-là vous montre un peu le processus mental qu'on doit faire pour arriver à répondre. Fait que si vous n'avez pas fait ça, refaites pause encore, puis réévaluez les 3 prochains. Le deuxième, on regarde ici, si je prolonge les 2 rayons incidents, on voit qu'ils sont un peu plus étalés après avoir traversé la lentille. Donc, il s'agit encore une fois d'un cas où il y a eu divergence des rayons par rapport à ce qui était incident. Donc, encore une distance focale négative. Dans le troisième cas, on a des rayons qui étaient divergents, puis là, ils sont convergents. Fait que ça, c'est beaucoup plus évident. À ce moment-là, on a un instrument vraiment convergent, donc une distance focale positive. C'est un peu plus clair. Et dans la dernière situation, on a des rayons qui sont divergents, puis après, ils sont convergents. Fait que c'est un petit peu similaire à la situation 3. On a une distance focale positive parce que nos rayons ils ont été transformés de façon à être plus convergents après le passage par la lentille. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle la formule du lunetier ou parfois appelée la formule des opticiens. Donc ça, c'est une formule qui permet de faire le lien entre les rayons de courbure de chacune des faces d'une lentille, puis sa convergence,
Puis en même temps aussi, ça fait un lien avec la distance focale parce qu'on a vu que la convergence correspond à 1 sur la distance focale. Donc, si on regarde le passage d'un rayon dans une lentille, pour utiliser la formule du lunetier, on doit choisir dans quel sens va passer le rayon. Parce qu'on va nommer une face 1, une face 2, un rayon de courbure 1, un rayon de courbure 2. La formule est réversible. Si on fait traverser la lentille dans l'autre sens, ça va fonctionner aussi. Mais là, on choisit un sens parce qu'on va se mettre dans la perspective du rayon. Dans le cas que j'ai ici, la première face, c'est celle de gauche parce que mon rayon va de gauche à droite. Alors, elle va avoir un certain rayon de courbure. Si j'imaginais tout le cercle, il serait du côté droit, là. Donc, le rayon de courbure ici serait comme à droite. Ça, c'est le rayon de courbure de ma première face. Ensuite, le rayon traverse une seconde face, donc il y a un rayon de courbure du côté gauche. Ici, si on prolongeait la courbure, ça fait une sphère du côté gauche. L'équation, donc, permet de calculer la convergence. Comme je vous ai dit, la convergence, ça a des unités qui s'appellent... non, c'est pas ça. Je voulais l'écrire. Je vais l'écrire ici. Des dioptries. Ça s'écrit comme ça. Le symbole, c'est D majuscule. Ça, c'est les unités de la convergence. Alors, ça, ce sont aussi égal à des mètres à la moins 1. Ça veut dire que pour trouver la convergence, vous devriez mettre les rayons de courbure dans la formule en mètres. Maintenant, la formule que je vous montre ici, elle est faite pour une lentille dans l'air. Il existe d'autres variantes là, quand la lentille n'est pas dans l'air, mais je pense pas qu'on va en parler vraiment dans le cours parce que habituellement, on les utilise dans l'air. Donc, ça va être calculé comme l'indice de réfraction de la lentille. Souvent, c'est de la vitre, ça va tourner autour des valeurs 1,5 pour les valeurs assez communes. L'indice de la lentille, moins 1. Le 1 ici vient de l'air. Ensuite, on va multiplier par 1 sur le rayon de courbure de face 1, moins 1 sur le rayon de courbure de la deuxième face traversée par le rayon. Il y a une autre chose qu'on doit savoir quant à l'utilisation de la formule du lunetier, c'est la convention de signe pour les rayons R1 et R2. Alors là, on regarde le premier rayon qui est traversé, puis on prolonge le rayon de courbure pour former la sphère ou le cercle. À ce moment-là, si le cercle est situé du côté des rayons qui ont traversé, ça va être un rayon de signe positif. Donc, comme c'est dit à la deuxième ligne, une sphère située du côté des rayons lumineux émergents, donc ceux qui ont ressorti. Ça, si la sphère est de ce côté-là, c'est positif. Fait que dans le cas de R1, on aurait un rayon positif dans notre dessin, alors que pour le R2, si on prolonge la sphère, elle est du côté des rayons incidents. Donc ça serait un signe négatif. Alors ça, c'est la convention de signe qu'on doit utiliser pour obtenir la bonne convergence en fonction de la forme d'une lentille. On va juste regarder ensemble l'exemple qui est à la page 13 de votre document du module 2, juste pour s'assurer que c'est bien compris, particulièrement la convention des signes. Donc, ici, on réfère à une lentille biconvexe. On dit que c'est illustré à la figure 7, ce type de lentille-là. Si on remonte, on le voit ici. Ce qui est important de comprendre, c'est que si on dit une lentille biconvexe, on réfère à la forme de la lentille quand on touche chacun des côtés. Alors, elle est bombée de chacun des côtés, mais les rayons de courbure peuvent être différents. Donc, c'est ce qu'on a ici. On nous indique que la face 1 a un rayon de courbure de 5 cm, donc elle est plus courbée. Là, c'est un plus petit cercle si on le prolonge. Puis la face 2, un rayon de 10 cm. Fait que je vais faire une illustration ici. Une petite lentille pas mal courbée dans sa face 1 si on considère que le rayon s'en vient de la gauche, là. Puis un peu moins courbé la face 2. Donc, le rayon de la face 1, si on prolongeait cette sphère-là, ce serait du côté droit. Donc, pour notre convention de signe, on va rattacher quel signe au rayon R1? Ça va être positif. Donc, ici, ça va être plus 5 cm, alors que la sphère 2, qui elle est plus grande, on la prolongerait du côté du rayon incident. Donc, on aurait un rayon R2 du côté incident, ce qui est une face avec un rayon négatif. Donc, c'est ça qu'il faut déterminer quand on veut faire le calcul. Après ça, c'est juste de plugger les valeurs dans notre équation. Là, l'équation est écrite comme 1 sur F plutôt que la convergence C. Donc, on va chercher parce qu'on demande la distance focale en premier. Alors, à ce moment-là, c'est pas tellement important si on choisit des mètres ou des centimètres dans l'équation. Si on a des centimètres pour les rayons, on va trouver F en centimètres.
Mais plus tard, pour la suite de la question B, là, il faudra faire attention. Donc là, on l'a laissé en centimètres ici. On a l'indice de la lentille qui est envers Crown, donc 1,52 d'indice de réfraction, moins le 1. Ensuite, on fait 1 sur le rayon de la face 1, donc 1 sur plus 5 cm, moins 1 sur le rayon de la face 2, 1 sur moins 10 cm. Et là, on effectue notre calcul. Fait qu'ici, dans le fond, là, le moins 1 sur moins 10, ça revient à plus 1 sur 10. On calcule ça, puis on obtient ici une valeur qui ne correspond pas encore à la réponse de la distance focale. Ça va correspondre à 1 sur la distance focale. Fait que là, on obtient 0,156. Puis une distance focale, bien là, on a pris des centimètres, donc ça va être des centimètres à la moins 1 parce qu'elle est au dénominateur. Alors, il reste qu'à faire 1 sur 0,156 pour obtenir la distance focale et on obtient 6,4 cm. Je vous signale que vous avez un bouton sur votre calculatrice qui permet de faire 1 sur une valeur là, sans le pitonner, c'est-à-dire un bouton qui devrait être soit x à la moins 1, comme ça, ou un bouton 1 sur x. Vous pouvez le chercher. Moi, je l'utilise beaucoup. On va le réutiliser aussi beaucoup au prochain cours dans d'autres calculs, fait que ce bouton-là va nous servir pas mal prochainement. Si vous avez une valeur qui a plein de décimales, vous ne perdez aucune précision si vous faites juste votre valeur, puis là, vous faites le bouton x à la moins 1 égale, puis là, ça fait 1 sur votre valeur. Vous n'avez pas eu besoin de retranscrire là, 0.156, 7, 8, 9, 10. Là, si c'était suivi d'autres chiffres, on n'aurait rien perdu. Alors, là, maintenant, pour la convergence de la lentille, on veut faire 1 sur f, mais f, une valeur qui est écrite en mètres. Donc là, on transforme ici nos centimètres en mètres. Donc, si on transforme en mètres, on fait 1 sur la valeur en mètres qui est 0,064, puis on obtient 15,6 dioptries. Donc ça, c'est la convergence de cette lentille-là. Maintenant, on va aller voir deux méthodes expérimentales différentes pour aller chercher la distance focale d'une lentille ou d'un miroir courbe. La première méthode se fait bien avec des lentilles ou un miroir courbe qui ont une distance focale qui est assez rapprochée, donc quelques centimètres. Voici le matériel qu'on va utiliser. Donc, j'ai une lentille convergente, un miroir convergent, un miroir concave, aussi un miroir plat, puis différents écrans. Pour faire la première méthode, j'ai installé une lampe bien ordinaire, une lampe de bureau, à l'autre bout de la classe. Et je vais venir placer mon miroir concave. Une position ici, je vais le placer exactement à 50 cm. La méthode va consister à venir focaliser les faisceaux qui arrivent de la lampe, qui est à l'autre bout de la classe, en un point. Donc pour ça, je vais utiliser un écran de ce type-là qui est comme un demi-écran. Donc elle va laisser passer les faisceaux de lumière qui viennent de la lampe et ça va venir recueillir une certaine partie des faisceaux réfléchis par le miroir sur le carton blanc. Donc l'idée, c'est de focaliser les faisceaux en un point. Donc je vais déplacer mon miroir jusqu'à ce que je vois un point de faisceau là, apparaître sur mon écran. Je déplace, je vois toujours rien. Je commence à voir quelque chose. Puis, là c'est pas mal au maximum. Je continue, on voit que ça redevient flou. Donc, là où c'est que mes faisceaux sont plus focalisés sur mon écran, c'est ici comme ça. La position de mon écran par rapport à mon miroir est à 50 cm et mon écran dans lequel est à 39,7. Je vais maintenant faire la même chose avec ma lentille convergente. Je vais venir la placer également sur mon banc d'optique à 50 cm. Puis, je vais pouvoir utiliser un écran de l'autre côté de la lentille. Les faisceaux traversent la lentille. Puis, je vais déplacer l'écran jusqu'à ce que je vois un point apparaître sur celle-ci. Et jusqu'à ce que ce soit le plus focalisé possible, le plus petit possible. Je dirais que c'est là. Si je continue, ça devient plus flou, donc je vais reculer un peu.
comme ça. Et je vais noter la position. Miroir. Écran. Maintenant, vous allez pouvoir remplir 2 des colonnes là, du tableau de l'analyse. On a fait la méthode 1, en fait c'est Rémi qui l'a fait. Alors à partir des mesures qu'il a inscrites sur la vidéo, vous allez pouvoir noter les distances focales du miroir concave et de la lentille convergente. Je vous rappelle que ces distances focales-là doivent être prises entre l'instrument et dans ce cas-ci, c'est l'écran, l'endroit où on a observé l'image des rayons focalisés. Donc, l'écran est situé au point focal ou au foyer. Pour la colonne fabricant, la distance focale du miroir concave, c'était une valeur du fabricant de 10 cm, donc positive aussi parce que c'est un instrument convergent. La lentille convergente, elle aussi, une distance focale positive, mais celle du fabricant ici, c'est de 20 cm. Donc, c'est des valeurs qu'on pourrait dire théoriques, malgré que par expérience, les lentilles et miroirs de fabricants de cette qualité-là n'ont pas une distance focale extrêmement précise là, par rapport à ce qui est noté dessus. Maintenant, si on passe à la méthode 2, on va aller utiliser la méthode de coïncidence. Puis, pour cette méthode-là, je vais juste regarder avec vous une partie qui est dans l'analyse. On va le faire ensemble. C'est tracer des rayons ici qui expliquent la méthode de coïncidence. Donc, je vais passer à mon tableau blanc. Alors, on va sortir notre règle, puis on va partir d'un objet. Nous, dans le laboratoire, ce n'est pas un objet ponctuel, mais on dit que le même principe va s'appliquer. Donc, on va faire quelques rayons qui proviennent de notre objet. Alors, disons que mes rayons qui vont aller vers le miroir, je vais les faire en bleu, puis ceux qui vont réfléchir, je vais les faire en rouge là, pour pas qu'on se mélange. Donc, vous savez, l'objet est réel, donc il va émettre des rayons de façon divergente. Okay, ça va ressembler un peu à ceci. On en fait quelques-uns. Je vais en faire 4. Comme ça. On peut faire une petite flèche pour indiquer la direction. Là, on va avoir placé l'objet sur le foyer de la lentille. Donc, si c'est placé sur le foyer objet, ça veut dire que les rayons vont traverser et vont être parallèles entre eux. C'est une des situations qu'on avait vues pour trouver le foyer objet d'une lentille convergente. Mais tous ces rayons-là vont arriver au miroir plan directement sur leur propre normale. Je vais mettre en noir ici la normale, un pointillé ici, qui serait perpendiculaire à la surface du miroir plan. Donc, ça veut dire qu'ils arrivent à un angle de 0 degré. Alors, ils vont réfléchir selon la loi de la réflexion à 0 degré. Donc, ils vont revenir exactement sur eux-mêmes. Je les fais un petit peu à côté pour qu'on les voit, là. Mais ils reviennent par-dessus eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va prendre le chemin inverse en traversant la lentille. Bien, les rayons qui arrivent d'une source lointaine ou qui sont parallèles entre eux vont converger vers le foyer image de la lentille qui est situé à la même distance que le foyer objet. Donc, le foyer image, c'est par rapport au sens des rayons incidents. Fait que là, dans le fond, ici, on a un foyer objet qui devient, au retour des rayons, la position du foyer image parce que les rayons ils ont changé de direction. Donc, voici les rayons qui réfléchissent vers le foyer image. Juste pour clarifier, quand les rayons s'en allaient vers la droite, on avait le foyer objet à gauche de la lentille, puis on aurait un foyer image de l'autre côté, à droite de la lentille, à la même distance. Maintenant, quand les rayons reviennent de droite à gauche, c'est le foyer objet qui est rendu du côté droit et le foyer image qui est rendu du côté gauche. Mais ça dépend donc du sens de propagation des rayons. Bref, on voit que l'image va être exactement située à la même position que l'objet lorsque l'objet est placé sur le foyer de notre lentille. Deuxième méthode, pour mesurer la distance focale, on l'appelle la méthode de coïncidence. Donc, j'ai une lampe qui est à l'intérieur de ce boîtier-là et en avant, il y a un objet translucide. Mon miroir qui est ici, mon miroir concave. Puis, je vais venir placer un écran à la position de mon objet. Comme ça, un peu le même principe que tantôt lorsque j'avais le demi-écran, mais c'est un morceau de carton. L'idée, ça va être de déplacer mon miroir jusqu'à ce que j'obtienne
une image de l'objet sur l'écran qui est situé au niveau de l'objet jusqu'à ce que j'obtienne une image nette. Donc, je commence à bouger mon miroir et je vois qu'il y a quelque chose qui apparaît. Pour l'instant, c'est flou, mais je continue de le déplacer. Là, je vois la flèche qui est très claire. Là, si je continue, ça redevient flou. Donc, je me place lorsque l'image est très claire, comme ça. Mon objet, la lampe, est placée à 0 cm, tandis que mon miroir est à 20,7 cm. Avec la lentille maintenant, c'est la lentille que j'ai installée ici. J'ai toujours mon objet avec un écran là, qui est au niveau de l'objet. Puis j'ai rajouté en arrière de la lentille un miroir plat. La distance du miroir n'a pas d'importance. Donc je vais trouver à bouger ma lentille jusqu'à ce qu'une image aille se former sur l'écran. Donc de ce côté-là, on voit qu'il n'y a rien qui apparaît. Si je m'en vais de l'autre côté, chose qui commence à apparaître. Donc c'est ici où c'est que j'ai quelque chose de très clair. Position de mon objet est à 0, tandis que ma lentille est située 19,8 cm. Vous avez maintenant ce qu'il faut pour aller compléter le tableau qu'il y a au bas de la page 15, c'est-à-dire de retrouver les distances focales avec les deux méthodes, autant pour la lentille que pour le miroir. C'est évidemment le même lentille et le même miroir que j'ai utilisé là, pour les deux méthodes. À des fins de comparaison, voici maintenant les distances focales précisées par le fabricant là, pour la lentille ici et le miroir. On va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. Donc, voici les numéros qui sont à faire à la fin de votre module 2 pour le cours. C'est numéro 3, numéro 4, numéro 13 et numéro 14. On va se revoir pour la suite. Là, on continue à parler des miroirs courbes et des lentilles au cours de vendredi. Bonne semaine!